Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Justice Citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats avec maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, également avocat au barreau de Paris. Un petit coucou également à Gauthier en coulisses qui nous suit en direct. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Vous avez peut-être suivi le petit flash info de David, suite notamment à l'affaire dans le périscolaire, notamment à Paris. Il a réévoqué également notamment le sujet de l'instruction en famille. J'ai eu l'honneur, on va dire, si on peut dire, de découvrir également qu'il va être également auditionné dans le cadre d'une commission parlementaire. Donc c'est bon signe, c'est preuve que le travail paye et que son avis va être entendu. Donc comme quoi on avance petit à petit. Donc merci à toi David pour ce travail. Voilà, et ce soir on va parler, on est en direct, donc il est 20h49 pour être exact, notamment des arrêtés de péril, notamment qui est responsable, comment ça se passe lorsqu'il y a un arrêté de péril qui est pris, notamment au niveau d'un bâtiment, par exemple, parce qu'il menace ruine, par exemple. Voilà, si vous occupez ce bâtiment-là, doit payer, enfin bref, on va évoquer ce sujet-là, j'ai hâte de découvrir également avec David le sujet. Pensez à liker, vous abonner aux deux chaînes YouTube, David Guyon Avocat et Pierrick Thévenon, si ce n'est pas fait. On a plusieurs personnes qui nous suivent, qui ne sont pas spécialement abonnés. Ça peut nous aider à faire monter les algorithmes. Donc pensez les pouces, les likes, les partages. Merci encore. Qu'est-ce que j'ai dit Je vois le commentaire Gauthier. J'ai dit une bêtise. Bref, excusez-moi. Non. Alors, pas du tout. Alors, bonsoir à tous. Donc, bonsoir David, comment vas-tu? Bonsoir Pierrick, bonsoir tout le monde. Eh ben, écoute, en forme et de bonne humeur. Ça change un peu, ça fait plaisir. Maintenant, on est toujours de bonne humeur pour notre émission Justice citoyenne. C'est toujours un vrai plaisir de retrouver tout le monde. Vraiment, je ne sais pas si je le dis assez, mais le lundi, c'est souvent ma bouffée d'oxygène dans la semaine. Donc, ces émissions, pour moi, elles sont vraiment importantes parce que c'est un moment où on se retrouve tous et on a un peu l'impression qu'on fait partie du quotidien des uns et des autres. Quotidien quand vous me regardez, évidemment, et moi quand je vous lis, puisque j'ai le plaisir de lire vos commentaires. Alors, j'ai malheureusement pas matériellement la possibilité de répondre à tout le monde, mais sachez qu'effectivement, vos commentaires me font extrêmement plaisir. Ils sont tous en très grande majorité bienveillants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable. On a vraiment le sentiment d'être utile. Et je suis ravi le lundi, à chaque fois, de pouvoir contribuer, d'une part avec la rédaction d'un article juridique qui permet évidemment de renforcer la diffusion du droit et de la connaissance. C'est un article qui sera librement accessible. Je renforce également notre site internet puisque, je te l'avais dit, mon cher Pierrick, on a un chatbot qui est sur notre site et qui est calibré sur les 260 articles juridiques que nous avons sur notre site. Donc ça veut dire que vous posez une question sur le chatbot et ce dernier peut, si ce n'est vous donner du conseil juridique, parce qu'on lui a demandé de ne pas le faire, c'est un monopole d'avocat, il peut déjà vous orienter sur les articles juridiques sans que vous ayez besoin, vous, d'aller chercher personnellement chacun de ces articles. Donc vraiment, je vous invite à tous utiliser ce chatbot. On le paye assez cher, mais on peut le payer parce qu'évidemment, on a la chance d'avoir des clients qui sont géniaux et qui font appel à nos services. Donc merci à eux, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà, c'était le petit moment de gratitude. Donc, je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de co-animer l'émission ce soir avec toi, mon cher Pierrick. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Au tout départ, je vous rappelle, on avait commencé par une ou deux émissions ensemble pour parler de droit. Et puis aujourd'hui, on en est à, je crois, 177 émissions. Je crois on Vivement arrive la bientôt. 200e. Voilà, vivement la 200e. Comme quoi, ça partait de pas grand-chose et puis voilà où on en est. Puis c'est vraiment le moment d'échanger en fait vraiment entre citoyen et avocat. Moi, je me mets un petit peu des fois dans la peau du citoyen lambda qui connaît pas grand-chose en droit, même si je commence à connaître de plus en plus avec notre cher ami David. Et puis ce qui vous permet de poser vos questions en direct. Je rappelle encore une fois, alors c'est pas pour te mousser ou quoi que ce soit, que une question juridique à un avocat, en principe, c'est payant. Là, vous avez l'opportunité de pouvoir poser vos questions en direct et qu'on tente d'y répondre justement en fin d'émission. Donc, j'ai hâte d'écouter également ton intervention sur la partie sur les arrêtés de péril, qui peut tous nous concerner. Encore une fois, c'est souvent, en fait, sur les émissions, j'ai l'impression qu'on a des fois des personnes qui viennent juste parce qu'ils se sentent concernés, mais on peut être concerné des fois demain. Arrêté de péril, hein, ça peut être le bâtiment dans lequel vous vivez aujourd'hui, qui n'est pas du tout concerné, mais qui demain, suite à
un accident, une problématique, un mouvement de terrain, séisme ou autre, ou un arrêté de péril est pris, ben, on va essayer de vous apporter ici, enfin David va essayer de vous apporter des solutions, des orientations sur les responsabilités, comment se défendre, puisque ben, on se retrouve un petit peu dans la mouise lorsque on est concerné par ces sujets-là, notamment si on est locataire d'un bâtiment, dans un bâtiment qui potentiellement menace ruine, si on peut dire ça. Ainsi, Locataire ou propriétaire, hein, on va parler des oui, deux. Hein, voilà, dans les deux évidemment. cas, c'est pas Occupant. bien. Vous arrivez n'est pas bon. Et en tout cas, merci à toi, j'ai hâte de t'écouter, je t'en prie. De quoi Bah, s'agit-il, écoute, mon cher David? Déjà, quand on parle en, en d'arrêté de pré- péril, pardon? en préparant l'émission, on est tombé sur une émission sur M6 avec Gauthier. Je vais faire une rapide présentation du cadre juridique, juste qu'on comprenne de quoi on parle, parce que évidemment, vous arrivez ici, on parle de bâtiments menaçant ruine, d'arrêté de péril, mais qu'est-ce que c'est que ce jargon technique? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais prendre quelques secondes quand même pour vous expliquer un peu dans quel contexte on est en train de faire cette émission. Puis après, si vous voulez, on va commenter en direct. La situation est vraiment dramatique de cette famille qui va passer ce soir, je crois, à 23 heures sur le M6. Hein. Je n'ai pas d'action chez M6, encore une fois, rien contre eux, mais évidemment, là, j'en parle parce que c'est vraiment en plein dans l'actualité. On verra si on est capable de pouvoir peut-être faire passer des extraits, parce qu'il y a des droits d'auteur qui s'appliquent. Je ne voudrais pas que la vidéo soit totalement shadowban. D'ailleurs, si on veut que la vidéo ait un peu de visibilité, pensez aussi à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce. Ça ne mange pas de pain, et puis peut-être que, évidemment, certaines personnes seront très ravies de tomber sur cette émission. Alors, on est allé sur le ministère, quand même, enfin sur le site du ministère chargé du logement. Je me suis posé une question, combien il y a de logements par an qui sont impactés par un arrêté de péril? 25 000 logements quand même par an. 25 000 logements, 25 000 familles, ça fait quand même un paquet de logements. Mais selon les villes, c'est pas toujours pareil. Par exemple, à Marseille, on a quand même 518 arrêtés de péril. Je parle de Marseille parce que je crois que tous les ans, il y a tous les ans un événement dramatique qui se passe dans la presse où on essaie d'expliquer qu'il y a un bâtiment qui s'est effondré. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez dramatique. Alors, pourquoi ces vieilles villes? Il y a deux raisons. La première, parce qu'il y a des villes qui sont évidemment plus anciennes, et quand elles sont anciennes, eh bien, il y a des mouvements de terrain, elles sont construites parfois sous des fondations qui ne sont pas forcément aussi solides, structurellement parlant, que les nouveaux bâtiments aujourd'hui avec les normes. Et puis, c'est aussi des villes, là ici, Marseille, où il y a des quartiers qui se paupérisent. Et justement, ça me permet de venir et faire une belle transition. C'est quoi les origines finalement d'un bâtiment qui représente un danger? On va parler de bâtiments menaçant ruine, mais en 2021, les règles ont un peu changé. On doit plutôt parler de bâtiments structurellement dangereux, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement le risque d'effondrement immédiat, c'est en réalité le simple risque qu'un bâtiment puisse à un moment donné présenter un danger pour les habitants, pour les passants ou pour les voisins. Donc c'est vraiment plus large et on va essayer d'expliquer pourquoi on a changé un peu les règles en 2021. Alors les origines, elles sont multiples. Je n'ai pas les réponses, mais évidemment, dites-moi en commentaire si vous partagez mon analyse. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que devenir propriétaire, ça coûte cher. Je pense que vous allez recevoir très bientôt votre taxe foncière. Je pense que comme moi, vous avez dû voir voter par votre commune ou votre métropole, si vous avez le plaisir de vivre dans une métropole, juste après les élections municipales, une augmentation de votre taxe foncière. Donc vous allez payer, vous allez payer pour tout le monde. Et surtout, quand vous êtes propriétaire, vous payez beaucoup plus que les autres. Et évidemment, être propriétaire coûte de plus en plus cher, mais derrière, vos revenus locatifs ne vont pas forcément augmenter. On va justement expliquer pourquoi ils ne vont pas augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une augmentation de la valeur immobilière qui fait que ce que vous avez acheté il y a 30 ans vaut évidemment beaucoup plus aujourd'hui, mais ceux qui ont acheté aujourd'hui, en fait, se sont totalement appauvris. Appauvris pourquoi? Parce que simplement, ils ont des traites financières, de crédits immobiliers qui sont tellement importantes qu'en réalité, il ne leur reste plus grand-chose à la fin du mois. On se saigne toute sa vie pour payer un bien immobilier qu'on espérera pouvoir transmettre ensuite à ses héritiers. Mais évidemment, vous avez compris, il va falloir quand même anticiper un peu la structuration, parce que si vous le faites en pensant qu'au moment de votre décès, vous allez pouvoir transmettre 100% de la propriété, c'est que vous avez évidemment manqué d'anticipation. Donc là, vraiment, anticiper, il y a du démembrement de propriété qu'on peut mettre en œuvre. Je ne suis pas le spécialiste de ce sujet à proprement parler, mais évidemment, j'en connaîtrai suffisamment pour vous conseiller en amont et vous éviter de faire n'importe quoi. Parce que
Évidemment, c'est quand même dommage de payer toute sa vie un prêt immobilier, d'acquérir un patrimoine et puis à la fin de ne pas pouvoir le transmettre à vos héritiers. Donc, il y a plusieurs raisons. On a derrière le manque d'entretien. Alors, pourquoi on n'entretient pas son bien? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a le premier, parce que vous n'avez pas l'argent, évidemment. Vous en donnez les trois quarts aux impôts, hein, tout augmente, et votre pouvoir d'achat, lui, il n'est pas illimité. Donc, évidemment, l'entretien de votre logement, ça va passer en dernier parce que ce n'est pas une dépense vitale. La deuxième chose, ça peut être évidemment le fait que les revenus locatifs ne sont pas expansibles à l'infini. Ah oui, parce qu'en fait, on est quand même une nation de smicards. Alors pourquoi on est une nation de smicards? C'est assez simple. Au-dessus du SMIC, vous payez beaucoup plus de charges. En dessous, vous avez des allègements de charges. Donc, rien n'est fait pour que votre patron ait envie de vous payer plus que le SMIC. Surtout dans les entreprises où il y a très peu de rentabilité et très peu de marge. Donc, on a un pays de smicards et donc évidemment, vous ne pouvez pas leur demander de mettre 90% de leur revenu dans un loyer. Donc, il faut être un peu réaliste avec la réalité du marché. Donc, à un moment donné, de toute façon, le loyer ne peut pas augmenter à l'infini. Donc, vous avez une taxe foncière et des frais qui sont rattachés à votre qualité de propriétaire qui, eux, vont augmenter. Et derrière, vous avez des revenus locatifs qui soit vont baisser, soit vont simplement pas augmenter aussi rapidement que les charges. Donc, plus de charges, moins de revenus. L'entretien, clairement, ce n'est pas la priorité. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir des idées de génie. Alors, les idées de génie, c'est le plafonnement des loyers. Ah, c'est génial. Alors, c'est génial le plafonnement des loyers. J'ai moi-même été évidemment étudiant précaire, donc je comprends bien qu'à un moment donné, les loyers doivent rester réalistes. Mais en fait, c'est la fausse bonne idée. Pourquoi c'est la fausse bonne idée? Parce que quand vous plafonnez un loyer, vous pensez que vous allez aider les locataires. Mais en réalité, ce que vous êtes en train de leur dire, c'est je vais dire à votre propriétaire d'engager aucun frais dans votre logement. Parce qu'il il ne pourra de toute façon pas financer ses frais grâce aux revenus locatifs générés par la location. Et en plus, il ne va pas être encouragé à le faire. Parce que dans tous les cas, même s'il fait des travaux, il n'y a pas de déplafonnement du loyer. Donc, avec des idées de génie comme ça, vous pensez aider, mais en fait, vous enfoncez. Donc, ça veut dire qu'on a un parc locatif qui va évidemment s'appauvrir, un parc locatif qui ne va pas se rénover, et derrière, des locataires qui ont été censés aider, qui vont se retrouver dans des conditions horribles. On a enfin également le DPE. Alors moi, vous connaissez ma position sur le DPE, j'en ai déjà très largement parlé. Clairement, pour moi, les passeurs énergétiques, tant mieux que les propriétaires qui n'ont pas les moyens de pouvoir les entretenir les vendent, parce que si vous résidez là-dedans, c'est terrible, vraiment, c'est horrible de vivre là-dedans. Donc, pour les passeurs énergétiques, pas de problème. Mais quand est-ce qu'on fixe le curseur de la passoire énergétique? C'est ça la difficulté. C'est est-ce que tous les logements qui sont catégorisés sont forcément des passoires énergétiques? Ça, c'est une vraie question. Et donc, évidemment, c'est toujours une question de curseur. Mais le DPE, clairement, quand vous avez des conséquences qui sont que vous ne pouvez pas louer votre bien s'il est considéré comme étant un logement énergivore, logement G, soit parce que simplement votre logement n'est pas considéré comme décent parce que justement trop énergivore, soit parce que simplement en raison du gel des loyers qui va impacter les logements classés G et E, et bien à partir de ce moment-là, vous allez avoir un loyer qui ne pourra plus augmenter. Donc, vous n'aurez pas plus de revenus locatifs, donc vous ne pourrez pas entretenir votre bien, donc vous ne pourrez pas faire d'amélioration. Bon. Et on a, en outre, des aides publiques qui sont insatisfaisantes. J'en ai déjà parlé, on en reparlera sur la chaîne, vous me direz. Mais quelqu'un a déjà eu la prime rénov'? Dites-moi en commentaire, parce que clairement, c'est le parcours du combattant. Combien de personnes me contactent tous les 4 matins en me disant « Maître, on m'a dit que j'allais avoir la prime rénov', ça fait 2 ans que j'attends. » Alors, pas de problème, si j'avais pas besoin d'argent, ça irait. Mais en fait, moi, j'ai avancé les frais et j'ai réalisé les travaux parce qu'on m'a dit que j'allais avoir une somme d'argent. Sauf qu'entre-temps, je me suis endetté, je paye les intérêts et derrière, j'ai une somme d'argent qui ne vient pas. Bref, ça conduit à des situations catastrophiques où l'État vous indique qu'il va vous aider et vous subventionner, alors qu'en réalité, il fait tout pour vous décourager et renoncer au paiement des primes rénov' qui vous sont normalement attribuées. La prime rénov', ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Mais que se passe-t-il quand l'ANA n'est pas condamnée à vous indemniser du fait qu'elle a mis 1 an, 2 ans, 3 ans à vous payer? Eh bien, écoutez, votre serviteur ici présent se bat justement pour que cette reconnaissance de responsabilité advienne. Et vous savez quoi? C'est qu'une question de temps, mais pour moi, si un particulier est amené à vous payer des dommages et intérêts parce qu'il a tardé à vous régler une somme d'argent, il n'y a pas de raison que l'ANA échappe à cette règle. Il n'y a aucune raison. Bref, vous l'aurez compris, la paupérisation des propriétaires.
la baisse des revenus locatifs, l'augmentation des charges de propriétaires et derrière des aides publiques insuffisantes, vous avez donc un parc locatif privé qui est en train de s'effondrer et derrière, vous avez forcément des risques d'immeubles menaçant ruine. Voilà dans quel contexte aujourd'hui j'évoque cette question des immeubles menaçant ruine. Alors, les immeubles menaçant ruine, c'est évidemment pas qu'un problème d'entretien. Ça peut évidemment être terrible. Ça peut être des éboulements, ça peut être des mouvements de terrain, ça peut être des intempéries, ça peut évidemment avoir une cause totalement extérieure qui n'a rien à voir avec l'entretien. Ça peut également être un vice caché. Un vice caché. Vous achetez une maison, vous pensiez qu'elle était effectivement en très bon état et vous vous apercevez qu'en réalité, il y a des moisissures dans tous les sens, qu'il y a des fissures dans les murs et que l'humidité, par capillarité, va remonter à travers le sol et dans les murs, ce qui va faire que les murs vont s'effriter. Bref, ça vous fait rire, mais je vous assure que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. On pense faire une bonne affaire et finalement, on se retrouve dans la galère. Clairement, c'est une réalité que beaucoup de mes clients rencontrent très malheureusement. Dans ce cas-là, pas de panique, il y a des choses à faire, mais vous allez voir que vous soyez propriétaire ou locataire, face à une situation d'immeuble structurellement dangereux, on ne va pas parler d'immeuble menaçant ruine parce que la qualification a changé, vous pouvez vous retrouver vraiment dans la panade. Alors, je vous ai dit, en 2021, la notion a changé. Les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, L511-1 et suivants, ont évolué. L'idée, c'était de rendre plus simple, d'harmoniser un certain nombre de procédures et de faire en sorte que le maire, parce que c'est l'autorité administrative qui est compétente, puisse agir plus facilement. On va parler aujourd'hui donc de deux procédures. On ne parle plus de péril ordinaire ni de péril imminent. On va parler donc de mesures de mise en sécurité. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment un risque grave de danger. Enfin, bref, vous voyez, le balcon, il est comme ça, il est sur le point de s'effondrer. Ouais, ça, c'est ça. Voilà, ça, c'est une mise en sécurité. On ne parle plus de péril, on parle de mise en sécurité. Dans ce cas-là, effectivement, le maire va pouvoir directement prendre un arrêté et prendre des mesures visant à assortir cet arrêté d'un certain nombre de mesures à prendre très rapidement. Soit le propriétaire prend ces mesures, soit s'il ne les prend pas, c'est la commune qui va exécuter les mesures sans lui demander son avis et qui mettra à sa charge les frais de l'entretien ou de la remise en ordre. On va parler également de la procédure d'urgence, qui est l'ancienne procédure de péril imminent. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le maire va pouvoir prendre un certain nombre de mesures qui, pareil, vont chercher à mettre en extrême urgence l'immeuble en conformité. Bref, vous l'avez compris, tout est une question de degré, c'est-à-dire que si c'est très risqué ou moyennement risqué, les mesures seront un peu différentes. Le maire aura la possibilité de prendre un certain nombre de mesures, à condition évidemment qu'elles soient justifiées techniquement. Donc quand vous êtes propriétaire, vous pouvez contester à la fois le principe de la mise en sécurité. Ça peut être le cas quand, par exemple, c'est pas le bon immeuble. On rigole comme ça, mais ça peut arriver. Vous avez un immeuble qui est en train de s'effondrer, mais en fait, c'est la rue d'à côté. Ou simplement, c'est l'immeuble qui est 2 rues à côté. Et donc, votre immeuble, il n'est pas directement impacté. Mais par mesure de sécurité, on va vous demander de refaire un certain nombre de travaux. Là, vous pouvez discuter le principe de la mise en sécurité. Est-ce que c'était vraiment indispensable ? Attention, le maire ne peut pas utiliser cette procédure pour pouvoir contourner le fait que vous n'avez pas réalisé des travaux d'embellissement. D'accord ? La deuxième chose, c'est que, évidemment, lorsque vous avez une telle procédure qui est mise en œuvre, il faut que les travaux soient strictement nécessaires et indispensables. D'accord ? On ne va pas vous demander de refaire toute la réfection de la bâtisse uniquement parce qu'il y a une partie de cet immeuble qui est susceptible de s'effondrer. D'accord ? Donc, vous pouvez discuter des modalités et pas simplement du principe de la mise en sécurité. Vous pouvez faire intervenir vos propres artisans, il y a quand même une marge de manœuvre là-dessus, il n'y a pas de souci. Simplement, si vous êtes défaillant, c'est la commune qui va évidemment agir à votre place. Et ça peut évidemment être dramatique financièrement parce que vous allez vous retrouver avec des sommes d'argent extrêmement importantes que vous n'aurez pas pu discuter en amont, que vous n'aurez pas pu négocier et qui vous seront imposées. Et si vous n'êtes pas capable de payer, ça tombe bien, vous êtes propriétaire d'un immeuble qu'on va donc pouvoir saisir. Bref, ça, c'est les grandes lignes donc d'une mise en sécurité. Lorsque vous êtes locataire, un logement qui est sur le point de s'effondrer, c'est un logement qui est considéré comme étant insalubre, indigne, et donc là, on doit vous reloger aux frais du propriétaire avec, bien évidemment, l'interdiction de pénétrer dans le logement jusqu'à ce que le risque ait pris fin. Alors, avant qu'on passe à l'analyse de cette vidéo et que je vous explique un peu au cas par cas ce que, pour moi, j'aurais conseillé à ces clients si jamais ils étaient venus me voir,
c'est le moment de la réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Alors là, on va essayer de vous afficher la vidéo sans contourner véritablement les problématiques de droit d'auteur, parce que le risque, c'est que la vidéo soit strikée ou simplement retirée. Donc là, ici, on voit dans une copropriété bien entretenue, à 2 numéros de l'effondrement. Tiens, tu regardes? Le soir du drame, ils sont évacués de force comme 130 là, autres vous pouvez arrêter maintenant, comme ça va nous éviter. Donc là, vous voyez, c'est un extrait que vous pouvez retrouver sur Instagram. D'ailleurs, on est aussi sur Instagram. Je ne sais pas si, Gauthier, on pourra parler du canal de communication juste après. Alors, juste avant qu'on vous explique les faits, et après, vous allez pouvoir évidemment vous abonner, on a un canal de diffusion. Un canal de diffusion qui est sur Facebook et sur Instagram. Je vous invite à rejoindre ce canal. Le canal est dans la description de la vidéo et en commentaire. Ce canal, l'intérêt, c'est que vous soyez toujours informés des articles juridiques, des grandes activités du cabinet. Mercredi, j'aurai le plaisir d'être à la halle de l'innovation. Alors, ce sera le mercredi 21, je crois, c'est ça? Non, mercredi 20. Ce sera le mercredi 20 mai, je serai à la halle de l'innovation à Montpellier, à côté de la gare Sud de France. J'aurai le plaisir de parler de la visibilité des avocats avec à l'aune des réseaux sociaux. Donc, si vous voulez venir me voir, c'est l'occasion. Donc, vous voyez, si vous êtes dans ce canal de communication, vous ne louperez aucune actualité du cabinet et vous serez toujours informé des grandes actions que nous sommes en train de mener. Et vous le savez, mon cabinet est à l'œuvre et à la manœuvre dans un certain nombre de domaines. Instruction en famille, on en a parlé juste avant sur le Flash Info. Je vous invite à aller le revisualiser si vous n'avez pas vu. Mais on est également à l'aune et à la manœuvre avec Pierrick Thévenon devant la Cour européenne des droits de l'homme pour les soignants suspendus. Et oui, 4 ans plus tard, on n'a rien lâché, on continue d'agir. Et croyez-moi, c'est bientôt le cas. La France va être condamnée pour la loi du 5 août 2021. Ça sera un autre sujet. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui sort cette semaine sur la chaîne YouTube. Donc, rejoignez ce canal de communication. On est déjà plus de 600, mais vous êtes plus de 13 000 à me suivre sur Facebook et quasiment bientôt 80 000 sur YouTube. Imaginez si nous avions ce canal de communication dans lequel vous ne pourriez jamais louper aucune information. Ce serait vraiment extraordinaire. Donc, rejoignez ce canal parce qu'on va pouvoir vous diffuser un certain nombre d'informations extrêmement pertinentes et percutantes. Alors, on en revient à notre histoire. Je vous ai dit, donc, on a regardé ce reportage et je peux vous dire qu'on voit ici que les gens sont manifestement sous-informés. Et ça peut arriver à bien d'autres personnes. Ici, on a une famille qui a vu sa propriété, son propriétaire s'effondrer. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas uniquement des méchants propriétaires qui n'ont pas entretenu leur immeuble. Là, ici, c'était le projet de leur vie, c'était la maison de leur vie. Et malheureusement, cette maison s'est fissurée et leur vie s'est effondrée. Donc, ils sont en train de continuer de payer les traites et ils sont partis se reloger avec leurs enfants. Parce qu'évidemment, ce n'est pas drôle s'il n'y a pas des enfants dans l'histoire. Et donc là, effectivement, la mère vous explique que depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est la galère. Parce que oui, quand vous saisissez un juge, on en a déjà parlé, c'est les délais anormalement longs de la justice. C'est-à-dire que c'est long, c'est super long. Quand vous saisissez un juge, vous n'avez pas le choix. D'accord ? D'ailleurs, je dis toujours à mes clients, si le jeu n'en vaut pas la chandelle, je ne vous conseillerais jamais d'aller saisir un juge. Si l'enjeu financier ne vaut pas véritablement le fait de passer 1 an ou 2 ans de procédure, clairement, je serais le premier à vous dire ne le faites pas. Donc, ceux qui nous disent en commentaire, je les vois, je les lis aussi, un avocat, ça coûte cher, ça va vous ruiner. Moi, je suis d'accord avec vous. Si vous ne choisissez pas bien votre avocat, ça peut effectivement faire ça. Par contre, un avocat qui a à cœur de penser à vos intérêts, il doit vous dire quand c'est pertinent de faire un recours ou quand ce ne l'est pas. Et le recours qui est économiquement non intéressant, vous pouvez le faire. Mais il faut que l'avocat vous signale que, économiquement parlant, ce sera peu intéressant. J'ai déjà eu cette discussion avec certains soignants suspendus. Certains d'entre eux ont eu la chance de ne pas être trop longtemps suspendus, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est sur des préjudices qui sont encore raisonnables, même si, évidemment, 3 mois de salaire qui vous est retiré, c'est toujours extrêmement pénible, surtout quand vous ne roulez pas sur l'or. Mais on est sur des préjudices qui sont sans aucune commune mesure avec des 100 000, 200 000 euros, 300 000 euros que j'ai pu avoir pour certains médecins qui ont été suspendus. Et donc,
Là, mon devoir en tant qu'avocat, c'est de leur dire, économiquement parlant, on peut s'interroger sur la pertinence de ce recours. Certains m'ont dit, bon, vous avez raison, maître, on arrête là. Et d'autres aussi m'ont dit, maître, c'est pas pour l'argent qu'on le fait. C'est une question de choix de société. C'est une question de principe. Bon, alors dans ce cas-là, on y va, mais au moins, vous êtes informés. Eh bien, ici, c'est important. On voit qu'on a une famille qui est dans la panade et qui, évidemment, ne connaît pas bien ses droits. Je ne sais pas si on peut repasser cet extrait. Quoi que ce soit comme... Qu'ils ont pu vivre à nouveau dans leur logement. On se retrouve du jour au lendemain de se demander où on va aller parce qu'on nous dit vous êtes dehors et puis c'est comme ça. Oui. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un arrêté effectivement de mise en sécurité qui a dû être pris directement par le maire. L'arrêté dit vous ne pouvez plus occuper le logement et vous devez prendre un certain nombre de mesures de sécurité. L'interdiction de pouvoir reprendre possession du logement, c'est pas contre eux, c'est pour eux. Parce qu'évidemment, on ne va pas les laisser vivre dans un logement qui est sur le point de s'effondrer. Il en va de la responsabilité pénale du maire. Donc lui, il rigole pas. Lui, il sait que sa carrière peut être en jeu et il ne va pas prendre le risque d'avoir une famille qui va vivre dans un immeuble menaçant ruine. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, ils ont dit juste après, on nous a interdit de reprendre nos affaires. Alors, ils n'ont pas été dépossédés de leurs affaires. Ça, c'est important qu'ils le sachent. Ils ne sont pas dépossédés de leurs affaires. Ils ne peuvent pas pénétrer dans les lieux, mais ces affaires leur appartiennent toujours. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'ils demandent une mise en sécurité du logement, au moins le temps de récupérer les affaires. Ça, c'est possible, mais faut-il encore le savoir et demander, évidemment, à ce que des mesures soient rapidement prises. On va pouvoir remettre l'extrait de la vidéo. Voyez-vous, en rajoutant à ça le fait qu'on n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit comme affaire dans l'appartement. Donc là, on se retrouve justement à reprendre à zéro, en fait. Ah, juste à zéro. Donc, ils n'ont pas été dépossédés de leurs affaires, simplement, ils ne peuvent plus pénétrer dans le logement. Mais les affaires leur appartiennent toujours. Donc là, ici, vous demandez à l'expert ou à un architecte de vous mettre en sécurité le bâtiment, le temps de prendre vos affaires, et vous justifiez auprès du maire qu'il y a des mesures de mise en sécurité au moins provisoires qui ont été prises de manière à ce qu'il puisse vous autoriser à aller récupérer vos affaires. Donc les affaires leur appartiennent toujours. D'accord. Ça va, Gabi, les gâteaux? Tout va bien? Reprendre à zéro leur a coûté très cher. Là, je crois qu'on a les quittances de loyer. On payait 808 € d'appartement. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les assurances habitation de base couvrent très peu ce genre de cas. Le couple a bénéficié seulement... Droit des assurances. Là, pareil, en matière d'assurance, là, c'est la responsabilité du bon père de famille. C'est à vous de négocier vos garanties. C'est à vous d'aller regarder si vos contrats correspondent à vos risques. Vous pouvez payer un contrat qui est très peu coûteux pour un logement d'habitation, mais vous pouvez aussi prendre des options supplémentaires. Alors après, évidemment, là, c'est une situation assez exceptionnelle. On peut ne pas prévoir le caractère exceptionnel, mais vous devez avoir la possibilité dans vos contrats d'habitation de pouvoir justement anticiper et vérifier vos garanties. Là, ici, malheureusement pour eux, on le voit, ils ont visiblement des garanties dans le contrat d'assurance qui n'étaient pas à la hauteur des enjeux qui ont été en cours. Donc là, c'est dommageable, mais malheureusement, chacun doit vérifier s'il est bien assuré. De 4 nuits à l'hôtel. Ensuite, il a dû se reloger à ses frais, en plus de payer son crédit immobilier tous les mois. Crédit immobilier, donc là, on parle de logement d'habitation, on avait un peu le sentiment qu'ils étaient locataires. Attention, si on parle de crédit immobilier, c'est qu'ils sont propriétaires du bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont relogés à leurs frais. S'ils avaient été locataires, c'est le propriétaire qui les aurait relogés. Là, ici, ils sont propriétaires, et donc les méchants propriétaires, vous savez ce qu'on vient de dire juste à l'instant, c'est à eux, effectivement, de se reloger par leurs propres moyens, sauf s'ils ont souscrit une assurance. Là, encore une fois, chacun négocie son contrat d'assurance. Donc, ils doivent continuer de payer le prêt, ça évidemment, sauf s'ils ont souscrit un contrat d'assurance de prêt immobilier qui prévoit, encore une fois, ce type de garantie. C'est rarement le cas, mais c'est normal, c'est tellement rare et c'est tellement coûteux une assurance de prêt immobilier que clairement, là, on ne peut pas leur reprocher d'être dans le trou de la raquette. Mais en tout cas, pensez-y, c'est arrivé à cette jeune famille, ça peut arriver à n'importe qui. On peut remettre encore l'extrait, mon cher Gauthier. Voilà, c'est vraiment toutes les factures. Loyer, mais aussi achat de nouveaux meubles, parking ou encore vêtements. Au bout d'1 an et demi de dépenses, la somme est colossale.
En fait, au total, les effondrements nous ont coûté 53 000 euros. Concrètement, on est ruiné. Là, on a, en termes de trésorerie, on a 0 sur nos comptes. Hein. On ne ressort pas de là comme on était il y a 4 ans. On a moins. Oui, alors effectivement, là, si malheureusement vous êtes salarié, oui, vous avez des revenus qui sont plafonnés. Donc, avant de vous reconstituer une trésorerie, c'est clair que là, il se passera pas, il n'y aura pas de miracle. On est d'accord avec elle, elle est ruinée. Si ils sont chefs d'entreprise, chef d'entreprise, vous pouvez travailler un peu plus, avoir un petit coup de chance. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est un peu les tenants et aboutissants de l'entrepreneuriat. Quand vous êtes entrepreneur, parfois vous gagnez beaucoup, parfois vous perdez. Mais en tout cas, il y a des possibilités d'évolution qui sont tout à fait possibles. Si on est salarié, moi c'est ce que je comprends ici, là clairement, il y a des revenus qui sont plafonnés et on a 54 000 euros de dette. Donc comment est-ce qu'ils ont financé ça? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est par du prêt? Est-ce que c'est par des prêts familiaux? Est-ce qu'ils ont dû piocher dans leurs économies? En tout cas, on le voit ici, ça les a mis sur la paille et en très grande difficulté. Donc, lorsque vous êtes victime d'une telle situation, va se poser ici la question des responsabilités. Je vous laisse peut-être reprendre juste l'échange et après on parle des responsabilités et on va voir ce qu'ils peuvent essayer de faire. On est beaucoup moins insouciant et plus en colère. Ça, c'est vrai. Vous aviez idée qu'un effondrement puisse provoquer ça pendant... Anne-Laure et Laurent ont conservé toutes leurs dépenses dans l'espoir un jour d'être remboursés par leur assurance. Car pour le moment, ils attendent que la justice se prononce. Notre vie s'est effondrée. Oui, c'est... En fait, on a... Voilà, donc là, ici, on comprend, on devine qu'il doit y avoir un litige avec l'assurance. Donc, évidemment, en matière d'assurance, vous savez, il y a 3-4 arguments qu'on peut essayer de déployer. Le premier, c'est le fait de savoir que si les conditions générales, notamment les clauses élusives de responsabilité, vous ont bien été notifiées. Donc, vous savez, s'ils ne sont pas opposables, si elles n'ont pas été signées, elles ne sont pas opposables. Si elles ne sont pas opposables, on ne peut pas vous dire tel risque n'était pas garanti. Première chose. Deuxième chose, on va regarder s'il n'y a pas des clauses qui sont contradictoires. Lorsqu'il y a une contradiction entre plusieurs clauses, eh bien, on peut écarter la clause la plus défavorable parce qu'elle profite toujours à l'assuré. La troisième chose, c'est qu'on va regarder si les clauses ne sont pas abusives. On va essayer de voir si elles ne sont pas en train de contredire l'engagement principal. Vous vous engagez à assurer, et finalement, en train de regarder dans le détail, vous n'assurez rien. Ça, c'est problématique. Et la quatrième chose, on va essayer évidemment de regarder si les clauses qui vous ont été portées à votre connaissance, qui ne contredisent pas l'engagement principal et qui ne se contredisent pas, sont effectivement applicables dans votre cas d'espèce, parce que parfois elles sont mal rédigées et donc elles peuvent donner lieu à interprétation. L'interprétation est toujours favorable à l'assuré parce que ce n'est pas lui qui l'a rédigé. Ça, c'est 3-4 arguments que vous pouvez toujours invoquer lorsque vous avez un litige avec votre assurance. Les magistrats sont plutôt quand même favorables aux assurés, quoique, bien évidemment, c'est toujours une appréciation au cas par cas. Ici, donc, on peut se poser plusieurs questions. On ne connaît pas le litige, mais demain, ils viennent chez moi, c'est évidemment un rendez-vous qu'on fait en direct. Voilà ce que je leur dirais. La première chose, on a donc un effondrement, une mise en sécurité. Moi, je me ferai ce qu'on appelle une expertise judiciaire. L'expertise judiciaire, elle a pour vocation de déterminer les causes et les origines de l'effondrement. Est-ce que c'est une canalisation de la commune qui était mal entretenue, qui a entraîné un éboulement du sol et donc un effondrement du bâtiment? Si c'est le cas, responsabilité de la commune, ça ne sert à rien de se retourner contre votre assurance, vous attaquez la commune. Est-ce que c'est parce que le voisin, ayant mal entretenu sa propriété, eh bien, sa propre propriété a basculé sur la vôtre et donc votre bâtiment s'est effondré? Est-ce que c'est une intempérie qui a entraîné, par exemple, eh bien, des éboulements de terrain, des inondations, et donc qui a affaibli le terrain, qui a conduit ensuite à un effondrement? Dans ce cas-là, on regardera s'il y a un arrêté de catastrophe naturelle. On en avait déjà parlé dans une précédente émission, donc évidemment, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune émission et être toujours informé de vos droits, parce que être citoyen, c'est avant tout connaître ses droits et reprendre le contrôle de sa vie. Donc, une expertise judiciaire pour essayer de déterminer les causes et les origines. Je ne me retournerai pas forcément directement contre l'assurance parce que, rappelez-vous, souvent, les assurances, le principe d'une assurance, c'est de ne pas assurer. Donc, je multiplierai les cordes à mon arc et j'essaierai de multiplier les procédures de manière à m'assurer que, dans tous les cas, je sois indemnisé. Enfin, évidemment,
il y a l'assurance, il y a l'expertise judiciaire, et il y a derrière la garantie des vices cachés. Ont-ils acheté un bâtiment qui était affecté d'un vice structurel qui a conduit à l'effondrement? Si c'est le cas, ils peuvent donc se retourner contre le précédent propriétaire. Ils ont 2 ans à compter de la découverte du vice. La découverte du vice, elle peut se réaliser au moment où le bâtiment s'effondre. Mais là, encore une fois, vous l'aurez compris, tout va commencer avec l'expertise judiciaire qui va nous donner des réponses et nous permettre de savoir exactement quoi faire. Bref, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc ici, je pense qu'on vous a démontré que le sujet dont on parlait ce soir, les immeubles menaçant en ruine, alors c'est sûr, c'est moins sexy que l'antivirus, c'est moins sexy que le Linky ou les antennes 5G, qui sont des vidéos qui ont extrêmement performé sur notre chaîne YouTube. Si vous ne les avez pas regardées, je vous invite à le faire. Eh bien, ce sujet ce soir, il n'est pas moins intéressant parce que lorsque ça vous tombe dessus, je peux vous assurer que d'avoir les quelques informations juridiques qu'on a données ce soir, ça peut vraiment vous redonner de l'espoir. Là, voilà, j'arrivais pas à rectifier le message. Merci à toi. Alors, j'étais surpris, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir la réclame? C'est pour ça que je n'avais pas réaffiché ma caméra tout de suite. Non, merci pour tous ces éléments. Comme tu l'as évoqué, encore une fois, alors je crois qu'on avait déjà évoqué le sujet, vous savez, alors je suis pas en train de défendre des compagnies ou quoi que ce soit, mais l'assurance, vous savez, moi également, qui est une casquette d'expert consultant en analyse de risque, si on peut dire ça ainsi, je pense que je vous l'avais déjà dit. Alors oui, certains, on va dire, en profitent également pour se faire de l'argent, etc. Mais le principe de l'assurance est quand même très bon. Et encore, je pense qu'on a tous l'habitude, en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, de souscrire des fois des assurances, on va dire, sans regarder les clauses, comme tu l'as très bien évoqué, et en se disant, c'est bon, je suis assuré. Mais en fait, ça ne veut rien dire je suis assuré. C'est quoi les clauses du contrat? Et là, encore une fois, alors dans certains cas, on est bien d'accord, des fois qu'ils essayent de se prémunir, on va dire, de tout faire pour en faire en sorte que ça ne rentre pas dans le cadre des garanties qu'ils vont couvrir, surtout s'il y a des préjudices estimés à, on va dire, des très hauts montants. Donc, dans certains cas, oui, je suis d'accord avec vous pour dire que les assurances, dans certains cas, vont essayer de ne pas le prendre en charge. Mais après, si vous avez des clauses, si ça rentre dans les clauses, dans les garanties, évidemment, autant, on va dire, souscrire à certaines garanties. Et très souvent, on souscrit, en fait, aux garanties les plus basiques. Et tous les risques un petit peu spécifiques sont forcément, j'arrive pas à parler ce soir, sont forcément un petit peu plus, on va dire, coûteuses en principe, puisque, entre guillemets, forcément, en cas d'événement, en cas d'incident, en cas, par exemple, d'arrêté de péril, va falloir, on va dire qu'il va falloir que l'assurance engage davantage de frais. Donc, regardez bien vos clauses, parce que s'assurer, c'est bien. S'assurer correctement face, on va dire, aux risques auxquels on est soumis, c'est quand même une autre chose. Voilà pour ça. Regardez bien vos petites clauses, voilà, essayez de vous prémunir au maximum et se réapproprier, encore une fois, vos droits, vos libertés, réenvisager, de regarder, en fait, à quoi vous souscrivez pour ne pas avoir les petites surprises qui vont bien au moment où il y a le sinistre. C'est plus à ce moment-là qu'il faut se dire, tiens, finalement, il me manque quelques garanties. Voilà. Question-réponse? Voilà. Question-réponse, ouais, en effet, parce qu'il est déjà 21h27. On a eu plusieurs questions, notamment l'astrophile à 21h03 et pour les dégâts causés par des voisins irrespectueux des règles de l'urbanisme, pourquoi les maires ne font rien? Alors, les maires ont l'obligation d'assurer la police administrative, sécurité, tranquillité, salubrité publique. D'accord? Donc, si vous estimez que vous êtes victime de troubles résultant notamment d'une méconnaissance des règles d'urbanisme, la police de l'urbanisme, c'est le maire, donc vous lui écrivez, vous lui demandez d'agir. S'il refuse d'agir, vous écrivez au préfet, et s'il refuse d'agir lui aussi, eh bien vous attaquez le refus implicite de prendre des mesures de police administrative au titre du code de l'urbanisme. En d'autres termes, le fait de rien faire, c'est déjà faire quelque chose. En tout cas, merci à toi. On a une question de Clio. Alors, c'est un peu du hors-sujet. Ouais, il est 21h28. On ne va pas pouvoir en aborder ce soir, où il nous redemande notamment est-ce qu'on pourrait reparler des soignants et pompiers suspendus devant la Cour européenne des droits de l'homme? Où est-ce qu'on en est? Je pense qu'il faudra qu'on refasse une émission sur le sujet pour. On fera une émission. Il y a une vidéo qui sort là dans les prochains jours qu'on a montée justement sur la CEDH. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que évidemment c'est un sujet qui est
extrêmement important pour nous. On n'a rien lâché. On en parle un petit peu moins parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose de plus depuis nos dernières émissions, mais évidemment, ce sujet reste d'actualité. Bon, en tout cas, merci à toi. Encore une fois, une question de Gabi Poli. Bonsoir Gabi, 21h08, qui couvre le relogement, les assurances, la mairie. Alors, je pense que je peux essayer de répondre. Tu vas me dire si je réponds bien. Alors, pareil, encore une fois, tout dépend si vous avez souscrit à ces garanties-là, on va dire, dans votre contrat d'assurance. Et également, donc, la mairie, dans ce que font certaines mairies, dans certains cas, c'est notamment, des fois, vous avez des sortes d'hébergements d'urgence. Donc, des fois, ils peuvent trouver des solutions. Après, pour vous héberger quelques jours, plusieurs semaines, je ne pense pas. Ça, c'est assez, je dirais, c'est un peu du cas par cas suivant les communes. Je me rappelle où j'étais élu, on avait un hébergement d'urgence où, dans certaines situations, on accordait l'hébergement d'urgence, voilà, à des personnes qui étaient vraiment dans la galère, le temps, on va dire, de se retourner. Mais c'était, je dirais, quelques jours, le temps de trouver une solution via la famille ou autre. C'est ça justement ce qui est compliqué des fois, c'est de trouver des solutions, puisque si vous n'avez pas souscrit à cette garantie-là, et ben justement, vous vous retrouvez un petit peu en quelque sorte à la rue. Dis-moi si je me trompe, mon cher David. Alors, il y a plusieurs mécanismes à mobiliser. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme assurantiel. Vous regardez vos assurances, vous regardez si vous avez souscrit à une clause qui vous permet d'avoir la prise en charge de votre relogement, la durée et le montant de ce relogement, et vous l'activez. La deuxième chose, si vous êtes locataire et que l'immeuble est mis en sécurité, avec un arrêté de mise en sécurité, donc il y a une urgence, eh bien, c'est en raison du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire qui doit financer votre relogement, et ce, pour toute la durée nécessaire des travaux. Donc là, il y a une véritable protection du locataire. Enfin, si vous êtes propriétaire, eh bien, en ce cas, c'est à vous de payer soit directement, soit par le mécanisme de l'assurance. Donc, situation assez cocasse, mais qui, évidemment, ici, est quand même plus avantageuse lorsque vous êtes locataire. Mais en tout cas, merci à toi. Ensuite, on a une question de Lily. Non, il demande à qui cette mise en sécurité du logement. La mise en sécurité, c'était à 21h16. C'est quand tu abordais notamment la mise en sécurité. Mais je crois que tu l'as abordé par la suite. Notamment, tu prenais l'exemple là, de la famille là, sur M6. Notamment pour pouvoir accéder et récupérer leurs affaires, la mise en sécurité. Je crois que tu as répondu en disant, voilà, on demande à un architecte ou à l'assurance pour pouvoir justement sécuriser en urgence, si on peut dire, le bâtiment. Vous savez, il existe des entreprises, des fois, qui peuvent venir mettre en sécurité, en quelque sorte, le bâtiment, vous savez, avec soit des étais, des dispositifs, pour justement le sécuriser, non plus pour y vivre dedans, mais au moins pour faire en sorte qu'il tienne, si on peut dire ça, quelque temps. J'ai bien répondu? Oui, tout à fait, c'est ça. Et on a un dernier commentaire de notre ami Graziel Lab 3331. Bonjour, mon immeuble est en péril à cause d'un vice caché. Mon plancher risque de s'effondrer. L'assurance de la copropriété ne prend rien en charge, alors que l'effondrement est dans les garanties. Donc là, ça nous permet de mobiliser le droit de la copropriété. Donc la question, c'est est-ce que c'est une partie privative ou est-ce que c'est une partie commune? Si c'est une partie commune, c'est l'ensemble des copropriétaires qui doivent financer les travaux. Si c'est une partie privative, eh bien, il en revient à la charge du propriétaire, à charge évidemment pour le syndic eh bien, d'exercer tous les travaux nécessaires qui pourraient impacter les parties communes et mettre en sécurité l'immeuble. Quoi qu'il en soit, si vous estimez que vous êtes victime d'un vice caché, il faut réaliser une expertise immobilière. Parce que ce n'est pas tout de le dire, il faut le prouver. Et oui, rappelez-vous, le juge ne vous connaît pas, ne vous croit pas sur parole, et il sera contraint de statuer sur les pièces que vous allez lui fournir, les éléments de preuve. L'expertise judiciaire, c'est justement une manière de démontrer que vous avez été victime d'un vice qui était caché, suffisamment grave pour rendre impropre à sa destination le bien, et que, évidemment, vous êtes en droit de demander soit l'annulation de la vente, vous récupérez votre argent et vous rendez l'immeuble, l'appartement, soit au contraire, vous demandez une diminution du prix et donc vous récupérez une partie du prix et vous financez le montant des travaux. Bref, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, là, clairement, il faut agir, et vite. Merci à toi. Est-ce qu'on aborde la dernière question de Clio? Clio, voilà. Ouais, qui a toujours le don. Merci Cléo qui pose toujours des questions très pertinentes. Je le branche un peu, mais cher ami Cléo qui des fois pose des questions vraiment à la fin. Mais notre cher Gauthier qui était censé déjà être parti. Allez, on l'a fait très vite fait. Des squatteurs dans un appart en risque structurel. Qu'est-ce qui se passe? Ils refusent de partir. Il y a effondrement et un décès. Qui est responsable?
J'ai envie de vous dire, j'ai vu une jurisprudence il n'y a pas très longtemps où justement un squatteur s'était blessé avec une rambarde qui n'avait pas été entretenue par le propriétaire. Donc là, on va appliquer le droit de la propriété et des litiges locatifs. Si vous êtes propriétaire d'un bien, vous êtes responsable des dégâts qui peuvent être causés par ce bien aux personnes qui sont présentes sur votre propriété, même si c'est dans une situation irrégulière. Oui, la loi est mal faite, je suis d'accord avec vous, mais c'est malheureusement la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. En tout cas, merci à toi. On a abordé voilà, toutes les questions. Merci à vous. Quel sujet on aborde la semaine prochaine, mon cher David? Et bien, la semaine prochaine, on va parler du scandale AdBlue. Intéressant. Ah, ça m'intéresse, oui, parce que mon véhicule roule avec de l'AdBlue. Dans les grandes lignes, en fait, sans trop nous en dire. Sans trop nous en dire, on a un peu dans le AdBlue ce que le PureTech est automoteur à essence. Donc, un scandale à en devenir, un problème de conception qui, malheureusement, aujourd'hui, met en difficulté un certain nombre de conducteurs. Donc, on va essayer de leur expliquer comment ils peuvent agir pour justement faire valoir leurs droits. Donc, pensez à vous abonner, posez vos questions en commentaire et mettez-nous un petit pouce, ça nous permettra de faire monter l'algorithme et de rendre cette vidéo visible. Et en tout cas, merci à toi. Je suis en train de revoir, je vous redirai également là sur WhatsApp, là, à toi et Gauthier. Pas sûr que je sois là lundi, parce qu'en fait, c'est lundi de Pentecôte, et là, je viens de regarder l'agenda. En fait, je pars quelques jours, notamment dans le sud-ouest, voir notamment, je fais une petite pub, voir notre amie Roxane, tu sais, qui fait un super spectacle sur les violences conjugales qui a lieu ce vendredi, là. Justement, donc je vais descendre quelques jours là-bas pour aller voir ce spectacle en lien avec les violences conjugales, avec une table ronde avec plusieurs professionnels du domaine. Donc normalement le lundi, je serai, j'ai 7 heures de route entre les Monts du Lyonnais et là-bas, voilà, dans la région du Sud-Ouest, pour y aller. Donc je serai normalement certainement en train de rouler lundi soir pour pouvoir revenir travailler mardi. Voilà, donc il y a de grandes chances que je ne sois pas là. Bref, je vous reconfirmerai tout ça. Mais, bien sûr. En tout cas, merci à toi, merci à Gauthier également dans les coulisses qui nous fait pas mal de choses. Pensez à liker, vous abonner aux 2 chaînes YouTube et on se retrouve peut-être pour ma part, mais vous retrouvez dans tous les cas au moins David lundi prochain en direct à 20h30 après le petit flash info dans Justice Citoyenne. Regard croisé avec le scandale AdBlue. Bonne soirée à tous, à plus tard. Pierrick, générique.